Bonjour, nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais tout simplement faire des analyses fondamentales et techniques pour du très long terme sur la plupart des principales, on va dire, crypto-monnaies. Donc il y a un truc qui est assez dommage, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que Ethereum c'est fini, ça sert plus à rien d'investir dans Ethereum, il faut trouver des plus petits projets, Ethereum a atteint son prix maximum. Voilà, je pense que les gens ont encore oublié qu'Ethereum a été créé il y a environ 3 ans, qu'Ethereum est encore à un état, mais vraiment, il est au tout début de ce qui pourrait devenir. Et justement, ça, on va l'aborder dans cette vidéo. J'ai envie de dire, les cryptos sont tellement jeunes que Ethereum aujourd'hui a un potentiel en tant qu'investisseur démesuré. Et ça, j'ai vraiment envie que vous le compreniez parce que c'est pas aujourd'hui parce que son prix est à 800, 900 dollars que demain il ne pourra pas atteindre des sommets. Aujourd'hui, Ethereum n'a absolument rien fait. Il y a tellement de choses à faire que son prix pourrait en être considérablement bouleversé. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on va s'attaquer à Ethereum. Donc oui, désolé, c'est pas une crypto-monnaie que je vais vous faire découvrir. Je pense que beaucoup la connaissent, mais je pense que beaucoup ne se posent pas les bonnes questions. Je pense que beaucoup en fait ne se posent pas les bonnes questions pour essayer de comprendre si Ethereum est un bon investissement pour du long terme. D'accord? Donc moi, je ne suis pas spéculateur. Je ne spéculerai pas sur le prix de Ethereum pour dans 2 semaines, 6 mois, voire même 1 an. Non. Moi, je fais vraiment de l'investissement sur le long terme. Donc, je suis investisseur et voilà, j'ai une vision qui est beaucoup plus long terme. Alors, qu'est-ce que tout simplement Ethereum? Ethereum, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle une blockchain de deuxième génération. Donc pourquoi? Parce que en premier lieu, on a eu le Bitcoin. Bitcoin qui a une seule application qui est le paiement cash. D'accord? Le Bitcoin a été créé pour ça. On a essayé un petit peu de faire autre chose avec le Bitcoin, comme par exemple avec le Bitcoin Colored. Donc bon, excusez-moi, je le dis en français, mais bon. Donc en gros, le Bitcoin Colored, c'est juste une façon qu'ils ont essayé de faire pour utiliser la blockchain du Bitcoin pour faire autre chose que du paiement cash. Bon, malheureusement, c'était beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué à mettre en place, et rapidement, Ethereum, de toute façon, est arrivé. Donc, Ethereum, contrairement à Bitcoin qui n'a qu'une seule application, avec Ethereum, en fait, on a le choix, on peut développer n'importe quel type d'application. Et ça nous a vraiment donné, on va dire, une liberté folle. Avec le Bitcoin, on était vraiment bloqué. Ensuite, il y a eu d'autres projets qui ont développé plusieurs types d'applications, mais on n'avait pas en fait cette liberté. Avec Ethereum, on peut nous-mêmes développer notre propre application sur la blockchain Ethereum. Ethereum a été créé par Vitalik. Vitalik, d'accord, qui a écrit le white paper en 2013. Donc, il est dans les crypto-monnaies depuis le début, hein, depuis 2011. Mais il était un petit peu en contradiction avec l'équipe du Bitcoin parce que lui, justement, il voulait amener d'autres applications alors que l'équipe Bitcoin, elle, voulait beaucoup plus se concentrer sur l'aspect paiement cash. Donc en 2013, il a écrit ce white paper sur Ethereum et aux alentours des 2015, donc on va avoir la première sortie en fait de Ethereum qui va s'appeler Frontier en anglais plutôt. Ça va être vraiment la première mise à jour qui va avoir lieu en 2015 et c'est là où on va tout simplement voir Ethereum en marche pour la première fois. Ensuite, il y a eu d'autres mises à jour. Donc, il y a eu en 2016 et en 2017, il y a eu Homestead, il y a eu Metropolis. Donc, ces deux mises à jour-là, donc Metropolis est une mise à jour qui a été faite en 2 parties. Première partie qui a eu lieu en fin d'année 2017, qui s'appelle Byzantium. Et donc, il y a une deuxième mise à jour qui devrait arriver, qui s'appelle Constantinople. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ensuite, il y aura d'autres mises à jour dans le futur. Mais voilà, un des gros soucis que j'ai avec Ethereum, c'est qu'il n'y a pas beaucoup en fait de communication à ce niveau-là. En gros, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas trop se mouiller en fait. Donc, théoriquement, la mise à jour que tout le monde attend, ça va être Serenity. Ça va être une mise à jour qui va apporter beaucoup au réseau Ethereum, parce qu'aujourd'hui, il lui manque mais beaucoup de choses. Mais malheureusement, en fait, j'ai envie de dire que voilà, Ethereum, ça reste un projet amateur, très amateur. Pourquoi?
parce qu'on ne sait même pas quand va avoir lieu les mises à jour. Et en gros, ils se moulent pas, comme ça ils donnent pas de date, ils n'ont pas trop de pression, ils n'ont pas trop de deadline, on sort quand c'est prêt. Et ça, c'est vraiment un caractère beaucoup plus amateur que professionnel. Ça, c'est normal, hein. En même temps, j'ai envie de dire, c'est normal pour tout projet qui va commencer, surtout un projet comme Ethereum par exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur prochaine mise à jour? Ils veulent tout simplement déjà commencer à augmenter la vie privée qui aujourd'hui est quasiment inexistante, donc il n'y a pratiquement pas de vie privée sur la blockchain Ethereum. Ils veulent faciliter la programmation, donc justement des applications sur le réseau Ethereum. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment obligé d'utiliser leur langage de programmation qui n'est pas forcément simple à prendre en main. Et les développeurs, très souvent, ils aiment bien développer dans leur langage. Je veux le faire en C, je veux le faire en Java, je veux le faire en C#, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas possible avec la blockchain Ethereum, donc vraiment, ils vont aussi faire cette mise à jour-là pour tout simplement permettre aux développeurs de développer dans le langage qu'ils souhaitent, et non pas en fait de les restreindre. Ensuite, ils vont aussi essayer, on va dire, d'améliorer le calcul de ce qu'on appelle du gaz. Donc, il faut savoir que Ethereum, il y a l'Ether, d'accord? Donc l'Ether, c'est ce que vous et moi, on peut acheter si on veut, par exemple, investir ou faire de la spéculation sur le prix de l'Ether. L'Ether sert à quoi? Il sert à alimenter la blockchain Ethereum parce qu'on va créer des applications, des smart contracts, mais leur exécution, elle a un coût. Et donc forcément, nous, il faut qu'on paye ce coût. Et ce coût, on va le payer via l'Ether. Seulement, pour une application, il faut qu'elle soit capable en fait, de tout simplement prédire le coût qu'elle aura. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc, ils vont aussi améliorer ça, tout simplement en fait pouvoir prédire le coût futur. Mais aujourd'hui, c'est encore très compliqué, surtout avec la volatilité du token, plutôt de la monnaie Ether. Et ensuite, ils veulent faire quelque chose qui est très très attendu, donc le Proof of Stake. Proof of Stake, je pense que beaucoup savent ce que c'est. Donc, en gros, c'est un réseau qui est décentralisé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent atteindre un consensus, d'accord, un accord. Parce qu'il n'y a pas en fait de autorité centrale qui va dicter les règles, non. Donc il faut que tout le monde se mette d'accord dans le réseau. Pour faire ça, il y a plusieurs systèmes en place. Il y a le POS, il y a le Proof of Work, comme celui qui va être utilisé par exemple, la blockchain Bitcoin. Il y a d'autres techniques qui existent pour atteindre le consensus. Mais aujourd'hui, Ethereum est sur du Proof of Work et ils veulent basculer sur du Proof of Stake. Parce que le Proof of Work a plus ou moins atteint en fait ses limites. Il est énergivore, il consomme énormément d'énergie et consomme énormément de ressources. Donc les mineurs sur le réseau Bitcoin, par exemple, ils dépensent en moyenne 50 000 $ par heure en puissance de calcul, tout simplement pour atteindre le consensus. Et il ne faut pas oublier que la puissance de calcul qui est délivrée pour le Proof of Work ne sert à rien. D'accord? Elle n'est pas utilisée. Elle est uniquement utilisée pour atteindre le consensus. Donc c'est plus ou moins en fait des centaines de milliers, voire de millions de dollars par mois qui sont dépensés pour que le réseau, par exemple Bitcoin, même Ethereum, atteigne le consensus. Parce que c'est le système de Proof of Work. Mais c'est ce qui fonctionne aujourd'hui et c'est ce qui fonctionne à grande échelle. Pour l'instant, le Proof of Stake n'a encore pas, il n'a pas montré que cette technologie était capable d'atteindre une échelle aussi grande que celle du Bitcoin. Voilà. Donc, maintenant, on va un petit peu essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'ils veulent atteindre dans le futur. Gros souci qu'il y a aujourd'hui avec le Bitcoin, ça va être l'évolution. Ça, je pense que c'est indéniable, hein. Je pense que le réseau a beaucoup de mal à évoluer et très souvent, c'est à cause de leur système de Proof of Work parce qu'en fait, ce sont les mineurs, donc ceux qui offrent la puissance de calcul, qui tout simplement, on va dire, contrôlent plus ou moins le réseau. Et très souvent, en fait, le problème, c'est que c'est devenu une industrie et donc c'est contrôlé par une minorité. Je crois qu'il y a moins d'une dizaine en fait de personnes ou d'entreprises qui au final contrôlent le réseau. C'est pareil pour Bitcoin, c'est pareil pour Ethereum. Il y a une monopolisation en fait de la puissance de calcul. C'est aussi pour ça qu'ils veulent partir sur du Proof of Stake. Donc l'évolution, c'est un gros problème, mais aussi tout simplement le nombre de transactions. Ça va vraiment être, j'ai envie de dire, un des plus gros défis pour beaucoup en fait de blockchain, hein. Augmenter son nombre de transactions. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui Ethereum c'est un réseau qui est amateur? Parce qu'on n'a même pas 20 transactions par seconde, d'accord? C'est un petit peu moins il me semble.
ERC20. Concrètement, là, c'est juste un réseau qui est inutilisable. D'accord? Aucune entreprise, personne ne peut se permettre d'utiliser un réseau qui gère 20 transactions par seconde. Donc pour l'instant, le réseau, d'un point de vue professionnel, il n'est pas utilisable. Il n'est vraiment pas utilisable. Mais qu'est-ce qui, selon moi, en fait, manque le plus à l'Ethereum, pardon, ça va être donc le cross-chain. Et va aussi donc y avoir le cross-chain atomic swap. Alors, le cross-chain atomic swap, c'est juste le fait en fait tout simplement de se dire, ok, j'ai une blockchain Bitcoin, j'ai une blockchain Ethereum. Comment faire si je veux échanger mes Ethers en Bitcoin? Ben, aujourd'hui, si j'ai du Bitcoin et que j'ai de l'Ether, ben, pour échanger, je ne peux pas le faire directement. Il faut que je passe par une autorité centrale. Bon, on va dire que c'est une autorité centrale. On est obligé en fait de passer par là, qui ensuite lui va faire le change et on aura de l'Ether. Ou inversement. Ça c'est un gros souci, parce qu'au final on est sur un réseau qui est censé être décentralisé, mais dès qu'on veut échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, il faut qu'on passe par un système qui est centralisé. Ça c'est vraiment un gros point noir actuel. Et donc le cross-chain atomic swap, c'est juste le fait, donc c'est un nom qui est un petit peu barbare peut-être pour vous, mais c'est juste le fait en fait que les deux blockchains soient capables de communiquer et de s'échanger tout simplement en fait leurs coins. Donc en fait on pourrait tout simplement échanger avec cette technologie directement nos bitcoins en Ether sans passer par une autorité centrale. Et ça je pense que c'est essentiel parce que les autorités centrales ont quand même montré, comme les banques, que voilà, elles sont pas fiables. Elles sont pas fiables, elles se font hacker, elles partent du jour au lendemain, elles sont dans des juridictions qui sont assez obscures, etc., etc. On peut dire beaucoup de choses très négatives à leur sujet. Donc, il faut s'en passer. Et ça, pour l'instant, Ethereum, on en est encore très loin. Donc, il y a encore uniquement des tests qui ont été faits, mais entre le test et la mise en production, il y a un énorme écart. Et le cross-chain, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le fait de pouvoir faire communiquer. Donc ça va un petit peu de pair avec ce que je viens de dire, mais pas par exemple que pour échanger un token. On pourrait très bien penser tout simplement que la blockchain Ethereum, elle puisse communiquer avec par exemple la blockchain Neo. Donc les deux offrent des smart contracts, des dApps, donc des applications qui sont décentralisées. Malheureusement, elles ne peuvent même pas communiquer entre elles. Donc, le cross-chain, je pense que c'est vraiment essentiel pour l'avenir parce qu'il faut tout simplement que les projets puissent communiquer entre eux. Sinon, c'est un petit peu chacun pour soi. Et je ne pense pas que chacun pour soi, ça puisse fonctionner. Surtout actuellement, je veux dire, il faut en fait qu'il y ait un petit peu d'unification. Parce que si on veut atteindre une adoption et du mainstream, je pense que le chacun pour soi, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et malheureusement, pour l'instant, en fait, bon, l'équipe de développement Ethereum est extrêmement floue au sujet du cross-chain. Donc on a Neo qui arrive avec NeoX, mais on n'est pas là pour parler de Neo, mais qui justement arrive avec un projet de cross-chain. Mais par exemple, Ethereum, pour l'instant, on n'a pas de news. Donc l'un des plus gros points noirs pour moi, c'est qu'en fait, Ethereum n'a pas une roadmap bien définie, bien carrée. Vous tapez sur Internet Ethereum roadmap, il n'y a aucun lien officiel. C'est que des forums de discussion, il y a tel ou tel développeur qui a dit telle ou telle chose. Voilà, en fait, vraiment, ils n'ont pas une feuille de route qui, pour moi, est carrée et qui, tout simplement, peut nous rassurer pour le futur. Ça, c'est aussi je pense, un gros souci avec Ethereum. Tout simplement, ils ne communiquent pas par rapport aux mises à jour. On a l'impression que, voilà, ils font leur travail un petit peu de leur côté. On ne sait pas trop où ça en est. Et pour se renseigner, il faut vraiment aller creuser. Et je pense que c'est pas à la portée, en fait, de tous, malheureusement. Donc, voilà un petit peu pour Ethereum. Maintenant, on va passer à une analyse plus poussée. On va essayer de comprendre tout simplement qu'est-ce qui pourrait faire que le prix augmente. Pourquoi est-ce qu'on peut encore investir dans Ethereum? Je pense que là, ça vaut le coup de vraiment parler par rapport à ça. Donc, l'une des premières choses que j'aimerais d'abord vous faire comprendre, c'est le token ERC20. Alors attention, là vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le ERC20, c'est juste un standard. C'est un standard en fait qui tout simplement permet de créer des tokens sur la blockchain Ethereum.
En fait, toutes les ICO qui fonctionnent sur la blockchain Ethereum, en règle générale, vont utiliser le standard ERC20. Donc c'est juste un standard, d'accord, qui définit en fait des règles grâce auxquelles on va pouvoir créer un token, d'accord. Donc par exemple, on va créer le OMG, je pense que beaucoup le connaissent, Omisego. Voilà. Donc ce token, il faut bien comprendre qu'il n'a aucune importance et qu'il ne sert à rien, d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que le token, quand il est créé sur la blockchain Ethereum, il ne peut être échangé et utilisé que sur la blockchain Ethereum. Sauf que, si on prend les principaux projets, d'accord, donc il va y avoir quoi? OMG, EOS, il y a Power Ledger, et on va en rajouter un petit dernier qui est, je ne l'écris pas en entier, mais c'est le BAT, donc Basic Attention Token. Bon, par exemple, on prend ces ces 4 projets, pardon. Qu'est-ce qu'en fait on remarque? Ok, ils ont tous créé plus ou moins leur token ERC20, sauf qu'en fait, le but, c'est qu'en fait, ils développent chacun leur blockchain de leur côté. Donc ensuite, ce token ERC20, ils vont plus l'utiliser, il n'aura plus aucune valeur, ils vont même sûrement empêcher qu'il soit échangé. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, principalement, tous les tokens ERC20 servent tout simplement à ce que eux puissent vendre leurs tokens tout de suite, sans qu'ils aient de blockchain, puissent ramasser de l'argent pour développer leur blockchain de leur côté et ensuite avoir leur token de leur côté, en dehors de toute la blockchain Ethereum. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un gros souci parce qu'au final, on va utiliser Ethereum au début parce que voilà, leur blockchain est déjà en place, on peut tout simplement créer un token en quelques minutes, d'accord? Donc c'est hyper simple à faire et ensuite, on partira. Donc en gros, ça veut quand même dire que beaucoup de projets vont partir du réseau Ethereum pour aller de leur côté. Bon, j'ai envie de dire, ça peut être normal, par exemple EOS qui est au final un concurrent direct de Ethereum. Mais c'est quand même drôle qu'on puisse créer un concurrent Ethereum sur la blockchain Ethereum. Voilà. Donc il faut bien comprendre que le token ERC20, très souvent, en fait, il ne va servir à rien. Il va juste servir à lever des fonds. Il va peut-être vous servir en fait tout simplement que quand la blockchain sera en place, il y aura une conversion 1-1. D'accord? Donc si vous avez les tokens ERC20, vous aurez sûrement, d'accord, l'équivalent en token une fois que la blockchain sera mise en place, comme par exemple EOS, d'accord? EOS, ils sont en train de le faire justement. Il faut commencer maintenant à s'inscrire pour tout simplement recevoir donc les nouveaux EOS. Bon, j'ai oublié le nom, je crois que c'est IO, je ne me rappelle plus. En gros, là, ça va être la blockchain EOS. Là, c'est la blockchain Ethereum avec le token ERC20. Celui-là, en gros, il ne va plus servir à rien dès que leur blockchain sera en place. Eux-mêmes l'ont dit, voilà, il ne sera plus utilisé, on ne pourra même plus l'échanger. Donc, il faut bien comprendre que le token ERC20, très souvent, il ne va servir à rien. D'accord? Vraiment, il ne va servir à rien. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Parce que je pense que beaucoup, en fait, ne le savent pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, en fait, le réseau Ethereum, il sert à quoi? Pour moi, il sert tout simplement à créer de nouveaux projets très rapidement. Mais ensuite, beaucoup, en fait, vont partir d'Ethereum pour faire leur blockchain de leur côté. Donc ça, je pense que c'est un point qui est assez négatif parce que justement, s'ils n'utilisent pas Ethereum, ils vont pas acheter d'Ether et donc ça n'aura aucun impact sur le prix. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment utilisé aujourd'hui pour un petit peu faire de l'incubation. D'accord? Donc on va offrir un cadre dès le début où ils vont pouvoir créer leur token rapidement, lever des fonds, commencer à développer peut-être leur smart contract, etc. Et ensuite, bam, ils vont basculer sur leur propre blockchain parce que voilà, en fait, tout simplement, le réseau Ethereum, pour leur vision, ça ne leur convient pas. Ou alors, on peut avoir également donc, plein de petites entreprises qui vont vouloir créer peut-être un smart contract, etc. Et forcément, développer une grosse blockchain pour ça, ça sert à rien. D'accord? Donc, on va utiliser peut-être Ethereum dans ce cas-là. Mais pour l'instant, en fait, Ethereum n'est pas utilisé pour faire des applications professionnelles par des entreprises professionnelles, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est plus créé soit pour créer en fait des concurrents directs d'Ethereum ou créer d'autres projets. Mais voilà, il se base au début sur Ethereum parce que c'est rapide, c'est simple et c'est à disposition immédiate. Voilà. Donc, que faire? Que doit faire Ethereum pour avoir un prix qui, je l'espère, explose? Du moins, je l'espère pour vous. Donc, là aujourd'hui, en fait, le plus gros souci, c'est que le prix. Donc, le prix, en fait, il est
bah, il est contrôlé principalement par les spéculateurs. D'accord? Il faut le dire. C'est ça, on va dire, aujourd'hui, qui drive le prix. C'est l'aspect spéculation. C'est pas les clients, c'est pas tout simplement les personnes qui vont acheter de l'Ether pour alimenter leur application et leur smart contract. Ça, c'était vraiment une fraction du volume d'échange. Aujourd'hui, le plus gros volume d'échange, c'est à cause des spéculateurs. Tant qu'on reste dans cette optique-là, on ne peut pas se dire que le prix peut vraiment exploser. D'accord? Si on reste dans l'optique actuelle, le prix peut très bien monter comme il peut très bien baisser parce qu'il est contrôlé par les spéculateurs. Demain, pour que le prix vraiment puisse exploser et qu'on puisse un petit peu supprimer l'effet et l'influence que peuvent avoir les spéculateurs sur le prix, il faut tout simplement que la blockchain Ethereum soit utilisée par une quantité énorme de personnes qui aient en fait des besoins d'acheter de l'Ether pour alimenter énormément de smart contracts et d'applications. Le jour où on a une énorme demande d'Ether par les clients, d'accord, donc par les clients pour qu'ils puissent alimenter leur smart contract, leur application, là, ça aura un impact complètement différent sur le prix. Pour l'instant, c'est toujours drivé, donc c'est toujours, on va dire, influencé par les spéculateurs. Ça, je pense que c'est aussi très important de le voir. Donc, Ethereum, théoriquement, ils veulent faire quoi? Ils veulent remplacer en fait tous les systèmes centralisés par des systèmes décentralisés sur la blockchain Ethereum. En fait, les applications sont énormes. Il y a énormément d'applications sur la blockchain Ethereum. Le problème aujourd'hui, c'est que concrètement, est-ce qu'il y a un acteur majeur qui va utiliser Ethereum? Non, parce que le réseau n'est absolument pas prêt. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'un acteur majeur va partir sur un système qui est décentralisé? D'accord? Qu'est-ce qui va être le premier, j'ai envie de dire, driver? C'est tout simplement le coût. Pour justifier de passer sur un système décentralisé, une entreprise, elle, qu'est-ce qu'elle va regarder en premier? Le coût. Est-ce que je vais gagner de l'argent ou est-ce que ça va me coûter encore plus cher? Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, le coût, c'est essentiel. Donc, ça veut dire quoi? Des frais de transaction qui sont extrêmement faibles. Ça, c'est essentiel. Un prix qui n'est pas volatile, parce que le problème, c'est que si on a un prix qui est extrêmement volatile, ça ne sera pas propice à faire venir des grosses compagnies, parce que eux, ils ne veulent pas d'un prix qui est hyper volatile, d'accord? Donc ça, c'est pareil. La volatilité, ça va être un problème qu'il va falloir également résoudre, mais qui, selon moi, va se résoudre tout seul le jour où, en fait, les spéculateurs ne seront plus ceux qui vont contrôler, on va dire, le prix de l'Ether, mais ce sera plus, on va dire, les clients qui vont devoir en acheter en masse et qui vont, en fait, créer le besoin. Donc, le coût, pour moi, c'est vraiment essentiel. Également, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, les frais faibles. Ensuite, les ressources. D'accord? Donc, il va falloir, en fait, leur offrir des ressources énormes. D'accord? Donc, une entreprise, qu'est-ce qu'elle a besoin? De bandes passantes. D'accord? Il lui faut beaucoup de bandes passantes. Il va lui falloir de la puissance de calcul. Il va lui falloir peut-être énormément, en fait, de nœuds répartis dans plein de pays. Voilà. En fait, il va lui falloir beaucoup en fait de ressources parce que si on veut qu'une entreprise importante arrive sur la blockchain Ethereum, il faut qu'on soit capable de lui dire voilà, nous on aura de la bande passante qui va te coûter beaucoup moins cher que ce qu'elle te coûte actuellement. On aura une puissance de calcul qui sera énorme et beaucoup moins chère. Et en fait, si on arrive déjà à faire ça, on va pouvoir attirer beaucoup de compagnies parce que le but principal d'une compagnie, ça va être quoi? L'argent, hein, on se le cache pas. Donc, si eux, ils y voient un intérêt économique, ils peuvent éventuellement penser à passer sur un système, par exemple, sur une blockchain Ethereum. Bon, il n'y a pas que ça, d'accord? Il n'y a pas que ça. Ce qui va aussi manquer, ça va être encore du professionnalisme, d'accord? Donc, il faut que la blockchain soit beaucoup plus pro, d'accord? Pour pouvoir justement attirer ces grosses entreprises-là. Et également, il va nous falloir gérer beaucoup plus de transactions. Alors ça, c'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est environ, voilà, comme j'ai pu le dire, c'est environ 20 transactions par seconde. Mais si demain, on veut que des grosses entreprises viennent sur la blockchain Ethereum, c'est pas 20 qu'il va nous falloir, c'est 1 million, d'accord? Parce que vous n'imaginez pas en fait combien de transactions il va falloir qu'elles gèrent. Parce que le but d'Ethereum, c'est quand même d'amener plusieurs entreprises, plusieurs applications.
Donc ce n'est même pas qu'une seule application. Donc vous imaginez bien que pour gérer ces grandes entreprises-là, il faut des quantités folles, enfin il faut qu'on puisse gérer des quantités folles de transactions par seconde. Aujourd'hui, on est à 20. Demain, il faut qu'ils atteignent des millions, selon moi, pour qu'une entreprise juge intéressant de migrer peut-être une application ou une partie de leur application sur la blockchain Ethereum. C'est vraiment essentiel. Et ça, pour l'instant, il faut le dire, hein, il faut l'avouer, on en est encore extrêmement loin. On en est très très loin. Parce que voilà, en fait, Ethereum, pour l'instant, comme j'ai pu le dire, il nous laisse un petit peu dans un flou artistique. En gros, ils se mouillent jamais. En fait, ils écrivent jamais noir sur blanc qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire. Parce que voilà, en fait, ils veulent pas se mouiller et je pense qu'eux-mêmes, ils ne le savent pas. Donc voilà, c'est une technologie qui est extrêmement jeune, qui est en plein développement et c'est pour ça qu'en fait, ses possibilités en tant qu'investisseur sont encore démesurées. Voilà. Dernière chose que je voulais vous parler, c'est par rapport au Proof of Stake. Je pense que beaucoup de personnes, en fait, rêvent un petit peu trop par rapport au Proof of Stake. Le Proof of Stake, ce qui a été annoncé, d'accord, c'est que, enfin annoncé, comme d'hab, c'est pas noir sur blanc, mais ça a été dit lors de conférences, c'est que au début, en tout cas, il faudra avoir 1000 Ethers pour faire partie tout simplement du staking, donc de pouvoir gagner de l'argent grâce au Proof of Stake. 1000 Ethers, aujourd'hui, ça fait 800 000 euros. Non, pardon, dollars plutôt. Donc, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. Si vous pensez que c'est avec un Ether que vous pourrez faire du Proof of Stake, je pense que là aussi, vous vous trompez, mais complètement. Pour l'instant, ce qui a été annoncé, c'est 1000. Donc voilà, c'est pas sur le papier. Donc ça se trouve, ça va peut-être changer. Peut-être que ça va passer à 100, voire à 10, mais je doute que ça aille en dessous en fait des 10 Ethers pour commencer à être rémunéré et à participer au consensus grâce tout simplement à nos Ethereum. Voilà, ça je comptais aussi un petit peu le clarifier parce que je pense que pour beaucoup c'est encore obscur parce que c'est pareil. Ils n'en parlent pas publiquement, mais voilà. Il faut savoir que eux, ils n'ont pas un avantage énorme à ce que tout simplement tout le monde participe. Non. Donc, qu'est-ce qui va driver le prix? Ça va être les clients qui doivent arriver en masse le jour où la blockchain sera professionnelle, donc où elle aura atteint tout ce que j'ai dit avant, et le jour en fait où il y aura du POS, parce que qu'est-ce que ça va impliquer? POS égale tout simplement que les gens vont hold, d'accord? Surtout en fait les gros spéculateurs qui ont des grosses quantités d'argent, si au final juste hold leur permet de gagner peut-être 10, 15, 20% par an, bien sûr qu'ils vont hold. Donc des spéculateurs en fait qui vont se mettre à hold et une forte demande de clients va faire que le prix va tout simplement augmenter. Je veux dire, c'est obligatoire. Si une grosse partie garde les coins et qu'ensuite il y a une énorme demande par rapport aux clients pour alimenter les smart contracts, il est évident en fait que le prix va être drivé par le haut. Donc moi, pour conclure, je suis haussier, d'accord? Donc je pense que c'est évident d'être haussier sur Ethereum. Je suis haussier parce que, ok, le projet est encore au tout début, il y a encore un énorme potentiel. Pour l'instant, ils n'ont pas prouvé grand-chose. Ok, ils ont amené une première version de ce que pourrait être Ethereum plus tard. En fait, j'en dirais que c'est un petit peu un avant-goût. Mais il leur reste encore énormément à faire. Donc moi, je suis aussi sur Ethereum. Ça veut dire que c'est un coin dans lequel j'ai investi parce que je pense que dans le futur, ils peuvent réussir à faire ce qu'ils pensent pouvoir être capables de faire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des risques. Un risque, il peut y avoir un risque technologique. Tout simplement, il n'y arrive pas. D'accord? C'est possible. On peut être trop en avance sur son temps. On peut avoir imaginé plein de choses. Mais aujourd'hui, en fait, concrètement, personne n'a fait encore une blockchain pro qui puisse vraiment attirer des gros clients. Donc la technologie, mais il y a aussi la concurrence. Parce que ils peuvent se faire bouffer par d'autres projets qui arrivent et qui veulent les concurrencer. Il y a EOS, il y a Cardano, enfin, il y en a plein. Pour conclure, moi, je ne ferai pas d'analyse technique pour la simple et bonne raison qu'en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire une analyse technique parce que justement, moi, je vois plus les spéculateurs disparaître et beaucoup moins influer le prix. Et en plus, honnêtement, faire une analyse long terme sur un graphe qui a à peine 2 ans pour faire une prédiction sur 5 à 10 ans, ça n'a absolument aucun sens. Donc pour moi, l'analyse fondamentale, pour le coup, elle est beaucoup plus utile pour du long terme. Donc je ne ferai pas en fait d'analyse technique comme beaucoup s'amusent à faire parce que pour moi, tout simplement,
c'est impossible à prédire. D'accord, il n'y a aucune possibilité de prédire le prix dans les 5 à 10 ans. Tout va dépendre de ce que va faire Ethereum, s'ils vont réussir à attirer des clients, s'ils vont réussir à augmenter le nombre de transactions, l'évolution, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, dans les commentaires comme toujours. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Merci.